parler fort, hein, donc, je vous présenter le rapport d'activité du Bureau municipal de l'emploi de Fuveau. Donc, déjà rappeler que la compétence de l'emploi, c'est une compétence étatique, mais nous avons fait le choix politique de le gérer, de le traiter localement. Donc voilà ce que nous avons, donc les personnes que nous avons reçues donc sur Fuveau. Donc l'inscrit au Pôle emploi, donc 61, non inscrit 94, donc ça c'est pour les femmes, pour les hommes 54, 59, et nous avons aussi des hors communes qui se sont présentés. Donc on a reçu donc, cette année sur rendez-vous 110 personnes, donc 78 donc, dans le dispositif RSA, donc le contrat d'engagement réciproque, 32 demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi. Donc pendant ces rendez-vous, donc sur les missions du BME, donc construction, mise à jour de leur CV, consultation des annonces Pôle emploi, voilà. Et ça ce sont les placements, à savoir que les placements renseignés, parce que en fait souvent bon, on met en relation, mais après on les perd, c'est-à-dire qu'on ne sait pas donc, ce qui s'est passé. Donc les autres actions, donc ça c'est ce qu'on fait chaque année. Donc les réunions, on participe aux réunions donc, du BME du Pays d'Aix, donc 4 fois par an, c'est tous les BME qui se réunissent donc, dans les communes. À savoir que la prochaine ce sera sur Fuveau, début du mois d'avril. Après, bon, la journée annuelle Job d'été et emploi en partenariat donc, avec Pôle emploi Gardanne, avec la mission locale qu'on vient de voir, le PLI, donc ça c'est une fois par an. L'année dernière, donc, 100 jeunes sont passés, il y avait 11 recruteurs partenaires, environ 200 offres, et après on a mis en place un atelier CV entretien. Après, donc, nous mettons à disposition donc, des offres d'emploi au BME, du matériel informatique et de l'imprimante, donc il y a un poste informatique avec une connexion internet donc en libre accès, ou alors ben, on peut aussi, donc la mission locale en bénéficie aussi et le PLI aussi, donc on peut aussi aider le demandeur. Nous publions donc des offres sur le site de la mairie, donc vous voyez le nombre de téléchargements. Donc ça fonctionne, de toute façon on le voit, hein, de toute façon les personnes se déplacent peu, maintenant c'est tout par téléphone, mail, réseaux sociaux, site internet, etc. Et après donc, nous avons donc, depuis l'année dernière une permanence, donc action insertion pour les personnes avec handicap, donc c'est la Chrysalide qui tient ces permanences et c'est sur rendez-vous. Le BME s'occupe aussi donc, depuis l'année dernière des contrats jeunes. Donc c'est 10 contrats, donc ça on le passe en conseil municipal, donc vous savez de quoi il s'agit. Donc c'est 10 contrats donc, à 200 € pour les jeunes de 16 à 25 ans. Donc là on a financé une partie du permis, donc 6, et 4 BAFA. Donc ça, ce sont les niveaux de formation donc des personnes qui viennent au BME, donc je vous laisse découvrir. Donc en fait, eh ben, la plus grande tranche, c'est les niveaux donc seconde, première et titulaire d'un première année de CAP ou deuxième année de CAP. Donc les motifs d'inscription, donc ça peut être des fins de CDD, donc pas assez d'heures, fin d'intérim, fin de scolarité, licenciement, mutation du conjoint, fin d'entreprise, voilà, donc toutes les raisons pour lesquelles en fait il y a une perte d'emploi. Alors le rapport d'activité de cette année, donc là en fait je n'ai pas compté les RSA, donc là j'ai compté que ceux qui sont inscrits à Pôle emploi, parce que les RSA, donc c'était par rapport au contrat d'engagement. Donc sur 32 contacts, il y a eu 11 mises en relation donc, avec des entreprises, 10 qui sont venus donc, pour des offres d'emploi, donc pour consulter les offres d'emploi, 8 donc aide administrative, donc, notamment l'aide de motivation, CV, et 3 pour des mises à jour de situation. Alors, moyens de transport. Donc là, on va dire, c'est le gros frein à l'emploi sur Fuveau. Alors sur nos demandeurs, donc sur les 268 fuvelins,
Donc 187 donc possédaient une voiture, donc n'avaient pas, 58 n'avaient pas de moyens de transport, après vélo moteur, bus, vélo, moto. Voilà, et les permis. Alors ça, ce sont les chiffres du PLI. Donc le PLI, il faudra qu'on leur demande aussi de venir faire une présentation parce que du coup, c'est vrai que la chargée d'insertion a changé parce que il y a eu donc, changement métropole, etc., déclaration de services publics, changement d'association. Donc il faudra qu'elle vienne faire un petit topo quand même sur le cadre. Alors les actions pour 2019, donc nous allons reconduire donc, toutes les actions que je vous ai énumérées tout à l'heure, plus les nouvelles actions. Donc on a participé à un forum emploi le 21 mars en partenariat avec la commune de Méreuil. Les communes de Méreuil, Simiane, Roussé et Le Tolonnais, c'était sur Méreuil. Et en fait ce forum a vocation à se déplacer dans les communes. Il y a donc, Madame le maire en parlait tout à l'heure, le bus de l'emploi lors de la journée job d'été. En partenariat avec le pôle insertion. Donc c'est un bus. Alors, cette année, la journée de job d'été se fera donc, à la maison pour tous, justement pour que le bus puisse stationner, parce que c'est un gros bus qui est aménagé en salle de conférence et d'entretien. Nous allons organiser aussi, c'est une journée zéro stress en entretien, donc financée par l'ARS. Et une réunion d'information collective pour les 16-25 ans sur les métiers de l'armée, parce que ça, on s'est aperçu que c'était une demande donc, de nos jeunes, d'être informés sur ces métiers-là. Et donc on va essayer de la programmer en même temps que la journée de job d'été. Voilà. Voilà. Alors après, ce que je n'ai pas mis, c'est que nous avons aussi une mission de soutien et de proposition de stage en entreprise concernant donc, les élèves de 3e et les élèves de seconde de Fourcade. Donc en fait, nous avons un pool de propositions de stage pour les jeunes. Et de 3e du collège. Voilà. Donc, avec les entreprises, avec les associations, et puis après en mairie, donc on fait le lien pour pas que le jeune reste sur le carreau à rester au collège parce qu'il n'a pas de stage. Donc on essaie quand même de trouver une solution avec les professeurs et les CPE. Voilà. Merci Marielle. Nous pouvons commencer le conseil. Antoine nous travaille ce soir, puisqu'il est surveillant à l'école militaire. Et donc, je vous propose Johan Michelozzi comme secrétaire de séance. Oui, ben ça va. Bébé. Bien, alors, qui est pour? Tu vois, tu fais à chaque fois pour ça. Bien, allez, la peine. Allez. Martin, Hélène Roubolène, Quel nom? Marie-France Lefort, Alors, elle est en vacances. Procuration à Jean-Paul Blé. Daniel Bouirand, Présent. Marie-Dominique Bagous, Jean-Paul Blé, Présent. Marielle Feuillet, Présente. Johan Michelozzi présent, Béatrice Confillon-Chiavassa, Présent. Guillaume Volant, Présent. Dominique Chêne, Présent. Gaël Barthélémy Lassagne, Michel Liotto, Présent. Françoise Comhoc, Joël Albanese, Présent. Nicole Fréau, Présent. Michel Giraud, Présent. Sonia Marcelli, Présente. Audrey Bonnet, Françoise Cailleul, Procuration à Joël Albanese. Fatma Toel Clémente, Même chose, procuration à Marie-Dominique Bagous. Antoine Fouan, Donc c'est moi qui ai sa procuration. Emmanuel Butavant,
Procuration à Audrey. Edith Lasperche. Michel Ventre. Présent. Jean-François Dubu. Agnès Pellens. Marc Lévy. Présent. Benoît Jacquier. Présent. Hervé Poussel. Procuration à Agnès Pellens. Donc, à votre lecture, le compte rendu du conseil municipal du 29 janvier. Pas de remarques? Donc, qui est pour? Merci beaucoup. Donc, nous commençons par les décisions prises en vertu de la délégation du conseil municipal. Numéro 2019, 1. Signature du renouvellement du contrat de bail précaire de location à usage commercial, 4 rue du Chanoine-Moisan, avec Madame Diaz-Pinto Malilé, pour une durée d'1 an à compter du 1er décembre 2018, moyennant un loyer mensuel de 491,94 €. La deuxième, signature d'une convention avec Côté Vacances pour l'accueil de 32 jeunes et 4 accompagnateurs à l'hôtel Les Trappeurs aux Ors dans le cadre du séjour ski à dos du 11 mars au 15 mars 2019 pour un coût total de 16 452 €. La troisième, signature du renouvellement de la convention avec le conseil départemental de l'accès au droit pour des consultations juridiques gratuites pour les fuvelins, moyennant une participation financière de la commune fixée à 1098,65 €, 15 permanences à 73,24 €, plus une participation aux frais de fonctionnement du CDAD 13 de 131,84 €, soit une contribution annuelle totale de 1230,49 €. La quatrième, signature d'une convention avec la société AGSM pour la mise à disposition de distributeurs automatiques de boissons chaudes à la mairie, à la crèche des Parpaillons et au service technique. Pour une période de 3 ans renouvelable, la société AGSM prend à sa charge tous les frais d'installation, d'investissement et d'entretien. La cinquième, versement du forfait de rémunération définitive d'un montant de 13 402,16 €, correspondant au taux de rémunération retenu sur le coût des travaux définitifs, tranche ferme, tranche conditionnelle numéro 1 et tranche conditionnelle numéro 2, au bureau d'études TPF Ingénierie dans le cadre du marché de maîtrise neuve pour les travaux de requalification de l'entrée vers Belcoden. Le taux de rémunération était fixé à 3,55%. Le coût prévisionnel de l'ensemble des travaux est estimé à 900 000 €, mais le montant total estimé après APD, c'est-à-dire l'avant-projet définitif, s'élève à 1 681 398,02 € hors taxe et se détaille comme suit. Vous avez la tranche ferme, la tranche conditionnelle numéro 1 et la tranche conditionnelle numéro 2. On tourne. Donc, le montant de rémunération définitive, c'est la tranche ferme, la tranche conditionnelle plus la tranche conditionnelle 1 plus la tranche conditionnelle 2, et vous avez le montant. La sixième, signature d'une convention avec la Société française de radio-téléphone, SFR, pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain communal situé quartier Saint-Michel, chemin de l'Air, pour une durée de 12 ans, reconductible, sauf résiliation de l'une des parties. SFR versera un loyer annuel de montant de 9 000 € et il fera son affaire personnelle de toutes les autorisations administratives nécessaires. En cas de non-obtention des dites autorisations, la présente convention sera résolue de plein droit et sans indemnité. La septième, signature d'un contrat de maîtrise d'œuvre avec Madame Romanita Russu-Mattei, architecte, concernant le dépôt et l'obtention d'un permis de construire pour l'installation d'un bâtiment modulaire en extension du pôle culturel pour un montant de 3 800 € hors taxe.
La 8, désignation de la société Bureau Veritas Construction pour une mission de contrôle technique dans le cadre des travaux de réhabilitation du clocher de l'église Saint-Michel pour le montant de 2 000 €. La 9, versement du forfait de rémunération définitive d'un montant de 3 232,13 € correspondant au taux de rémunération retenu sur le coût des travaux définitifs par le bureau d'études AT-Paysage dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de requalification de la cour de la mairie qui sont en train. Donc un taux de rémunération de maîtrise d'œuvre de 9%, le coût prévisionnel est estimé à 75 000 € hors taxes et le montant de la maîtrise d'œuvre s'élève à 6 750 €. Enveloppe du marché APD, c'est-à-dire l'avant-projet définitif, 110 912,50 € achetés tranche ferme et option. Donc le montant de la rémunération définitive sera donc de reste à payer 3 232,13 €. Numéro 10, désignation de la société Cola Mini Méditerranée pour l'aménagement de la cour de la mairie pour un montant de 120 085,51 €. Numéro 11, désignation de la société Cola pour la création de trottoirs et une piste cyclable sur la RD 46 entre le croisement du chemin des Vertus et le rond-point de l'Europe et la création d'une liaison piétonne vers la galerie. Lot numéro 1, voirie, réseau humide et signalisation pour 445 118,31 €. La 12, c'est la désignation de la société EPM pour la même chose, les trottoirs et la piste cyclable entre le chemin des Vertus et le rond-point de l'Europe et la liaison piétonne de la galerie. Là, c'est pour le lot numéro 2, éclairage, pour un montant de 89 988,05 €. Numéro 13, signature d'un contrat de location à usage de garage au lieu dit du TUV avec Madame Marie-Pierre Miel pour une durée de 6 ans à compter du 1er février 2019, moyennant un loyer mensuel de 91,10 €. 14. Annule et remplace la décision 35 sur 2012 concernant la régie d'avance du service municipal de la culture pour aménager des modes de paiement plus modernes et qui seront ajoutés à cette régie, avec la possibilité pour cette régie. Numéro 15. Encaissement de la somme de 1 000 € versée en 5 mensualités de 200 € chacune par M. Gilles Brechet, correspondant au jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 8 novembre, condamnant le mis en cause à une amende de 1 000 € en réparation du préjudice matériel. La 16. Signature d'un contrat de location à usage de garage au TUV avec Madame Caroline Assot pour une durée de 6 ans à compter du 7 février 2019, moyennant un loyer mensuel de 90 €. Numéro 17. Encaissement de la somme de 396,36 € versée par l'association Les Écrivains en Provence au titre du remboursement des réparations du minibus appartenant au CIVA, c'est-à-dire au CIVOM, et mise à disposition par la commune de Fuveau pour l'association Les Écrivains en Provence les 1er et 2 septembre. Il y a eu un petit incident. Numéro 18. Désignation de la société Bureau Veritas Construction pour une mission de contrôle technique et une mission connexe, attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées en fin de travaux, dans le cadre de l'installation d'un bâtiment modulaire en extension du pôle culturel, pour un montant de 2 750 €. La 19, signature d'une convention avec la société CTR pour une mission d'audit et de conseil en ingénierie fiscale pour la TLPE. Pour les années 2018 et 2019, la rémunération versée à la société CTR sera établie sur la base d'un forfait annuel d'un montant de 11 000 € à la remise du rapport technique et financier. Numéro 20, modifie la décision portant la régie de recettes pour l'encaisse des droits de place et du domaine public et l'encaisse pour la recharge des bornes électriques ainsi que la gestion des fluides mis à disposition. C'est une augmentation du montant maximum de l'encaisse et le cautionnement du régisseur. Numéro 21. Encaissement des sommes versées par des tiers
suite à la reprographie de documents d'urbanisme effectués par des imprimeries. 22. Signature d'une convention avec les sapeurs-pompiers de Fuveau pour la mise à disposition d'espaces et d'équipements communaux. Alors, Stade Paul Prieur, gymnase et complexe Saint-François, du 30 septembre 2018 au 31 juillet 2019. La 23, signature d'un contrat avec la société GFI Progiciel pour la maintenance des logiciels, bon, ils sont cités, pour un montant annuel de 1650,92 € hors taxe à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2022. Et la dernière, 24, signature de l'avenant numéro 1 au contrat de maintenance Sérénité avec l'entreprise Lumiplan-Ville pour la maintenance du logiciel et des panneaux lumineux afin d'y inclure la maintenance du panneau lumineux situé boulevard Émile Loubet pour un montant supplémentaire de 650 €. Voilà. Des questions? Par rapport à la numéro 3, j'aurais voulu savoir si, alors je pense que c'est très bien comme service, j'aurais voulu savoir si aujourd'hui c'était fréquenté régulièrement. Régulièrement, c'est toujours plein et parfois les gens viennent, on est obligé de les renvoyer de 2 mois parce qu'ils viennent tous les mois. Oui, oui, c'est très fréquenté, très utilisé. Non? Le service, très oui, oui. Je crois que maintenant c'est le notaire installé à Fuveau, non, qui vient? Non. Non, pas encore. En fait, le notaire vient une fois par mois et l'avocat, c'est une fois tous les 2 mois. Et en fait, on se partage avec la commune de Trettes. Donc les personnes en fait qui ne... Bon, pour des rendez-vous un peu urgents, peuvent aussi se rendre sur Trettes. Et les Trettois viennent quelquefois sur Fuveau. Non, c'est... Oui, 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 mais c'est Toujours au chaud? Bon, elle est malade. Elle envoie quelqu'un. Voilà, donc j'ai dit de l'étude. C'est pas mal. Je suis là. Non, je crois que ce soit elle, elle est malade. Elle envoie. Oui, non, c'est C'est l'étude. Et si c'est il y a un notaire, est-ce que ce serait envisageable? Oui, au Griffon, il y a une notaire qui s'est installée. Pour le moment, c'est pas. Ils ont même un peu réduit parce que eux aussi, ils ont des soucis de finances. En fait, l'avocat, on l'avait une fois par mois. Ça aussi. Donc là, depuis, ça fait 2 ou 3 ans, je crois qu'ils ont réduit, mais c'était de leur propre chef. Je voudrais vous poser une question sur la numéro 5. Je ne sais pas si j'ai participé à la commission des marchés qui a défini cette chose. Oui, non? Je ne me rappelle plus. En tout cas, une chose est certaine, si j'avais participé, j'aurais réagi. Et je n'ai pas vu de mes réactions, donc je présume que je n'ai pas participé à cette réunion. Ce qui me choque profondément, bon, vous savez que je suis contre les avenants. Lors de la dernière commission des marchés, j'ai accepté un avenant, vous expliquant pourquoi je l'acceptais. Parce que lorsqu'il est correct et qu'il est bien fait, je ne vois pas pourquoi je voterai contre. Je ne vote pas contre systématiquement. Depuis quelque temps, je m'aperçois que dans toutes vos commissions d'appel d'offres, je vote pour les projets que vous présentez. Ce qui se passe ici, ça me paraît curieux. Et ce qui me paraît curieux, c'est comment un maître d'œuvre accepte un travail à 900 000 €, c'est-à-dire qu'il propose un taux de rémunération provisoire, comme le stipule la loi MOP, sur 900 000 €, et qu'après on s'aperçoit que lors de la deuxième partie des travaux, la loi MOP a deux phases de travaux, une phase qui s'appelle AP, qui correspond à un APS, et une phase qui s'appelle Pro, qui correspond à l'APD. Et lors de l'APD, la particularité de la loi MOP, c'est qu'elle fixe le taux de rémunération définitive qui rémunère le maître d'œuvre. Or, d'habitude, j'ai une petite expérience des chantiers. Si un chantier dérape,
il dérape de 1, de 2, de 3%, de 4%, de 5%. Là, on dirait qu'il a dérapé de 87%. Ou alors, j'ai pas compris. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, c'était pas l'histoire d'avenant, c'est l'histoire de comment, au moment de l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre, il a été attribué sur la base de 900 000 € de travaux, et comment, après la phase APD, on se retrouve à 1 681 000 € de 398,02. Ça fait une augmentation de 87%. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le montant des travaux qui était prévu par la maîtrise d'ouvrage à 900 000 € se retrouve à 1 681 398,02 après que l'APD ait été fait par le maître d'œuvre? Est-ce que ma question est claire? Est-ce que je suis clair dans mes propos? Oui, vous êtes clair. D'accord. Est-ce que vous avez une réponse à me porter? La réponse est au maître d'ouvrage. J'entends pas bien, je suis vieux. Alors, effectivement, ce n'est pas un avenant. Vous nous avez demandé la dernière fois, donc on essaie de suivre vos conseils, de parler de montant forfaitaire et de rémunération définitive. Donc on a banni le mot avenant, puisque ça n'en est pas un. C'est une adaptation de la rémunération du maître d'œuvre initial au montant définitif des travaux en APD qui a été validé par la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage a demandé au maître d'œuvre d'étudier plus de travaux qu'initialement prévus. Oui, mais en faisant ça, comment dirais-je, vous faussez complètement le principe du choix du maître d'œuvre au départ. Parce que si les maîtres d'œuvre tous avaient étaient choisis sur une base de 900 000 € hors taxe. D'accord, mais si le les choix autres... a été de retenir TPFI sur les mêmes données de départ. Non, moi je ne critique pas TPFI. Ce que je pose comme question, c'est comment est-ce que des travaux qui étaient prévus à 900 000 € avant étude se retrouvent à 1 681 000 après étude? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, dans ma vie, ça ne m'est jamais arrivé. Moi, dans ma vie, quand entre la phase APS et la phase APD, s'il y avait 5%, 10% au maximum, donc ça veut dire qu'entre 900 000 et 1 million d'euros, c'est compréhensible. Mais à partir du moment où on passe de 900 000 à 1,6 million, 1,7 million presque, à mon avis, ça veut dire que les conditions de l'appel d'offres pour trouver le maître d'œuvre sont faussées. Est-ce que je dis une bêtise? Je ne sais pas. Peut-être. Pour moi, vous dites une bêtise. Excusez-moi, je n'entends pas. Le choix du maître d'œuvre a été bien fait dans les conditions initiales et tous les concurrents ont été, on va dire, mis en concurrence sur la même base. De 900 000 €. De 900 000 €. Et personne n'a su que c'était passé à 1 680 000? Personne n'a su. Si vous l'avez su, parce que c'est passé en commission d'appel d'offres. Voilà, donc tout le monde l'a su. Je l'ai vu en commission d'appel d'offres? Oui, monsieur Lily. Non, j'ai oublié. Ah bon. Je l'ai oublié parce que si je l'avais... Je pense que j'en aurais parlé. Mais ça m'étonne. Certainement, hein, mais bon, voilà. Après, mais j'ai la mémoire qui flanche probablement. Et si c'est vrai, je... Alors, le bureau d'études de TPFI a été choisi par vous. Dans une CAO où je n'assistais pas. C'est sur vos conseils que la CAO a choisi l'entreprise de TPFI sur la base des 900 000 €. Peu importe. Ensuite, chaque fois que le DCE a été établi et que la CAO s'est réunie, vous avez participé voilà, tout à fait. Donc vous ne pouvez pas être en dehors du système et découvrir les choses aujourd'hui. Non, je vous ai dit que je m'en souvenais pas. Ok, c'est mieux. Non, je n'ai jamais dit que ce qui m'étonne, c'est que si jamais je l'avais... j'aurais réagi, et je ne me souviens pas avoir réagi, c'est tout. C'est le périmètre qui a changé entre les deux phases? Non, tranche conditionnelle? non. Non, elles sont en plus. Je me souviens, Daniel, effectivement, que j'avais conseillé de prendre cette entreprise parce qu'elle me paraissait bien. Mais c'est pas ça que je critique. Je critique, c'est comment est-ce que les travaux ont pu passer de 900 000 € à presque le double, quoi. C'est tout. Il s'agit du coût qui a été global, qui a été attribué au marché. Je veux dire, les entreprises ont répondu tous à cette hauteur-là. Voilà, c'est tout. Le périmètre. Le périmètre, Non, il n'a pas bougé. Au moment où on attribue le taux de rémunération définitive, on n'est pas encore en appel d'offres.
On est au moment où le bureau d'études a fait son avant-projet et a fait son avant-projet détaillé. On n'est pas du tout au niveau... Les entreprises n'interviennent pas là. Alors, moi, pour me souvenir, parce que ça remonte à des années, ce projet-là, il avait été estimé la route de Belconnen avec la reprise du carrefour du chemin du Boy. Et ensuite, on a décidé d'adjoindre la partie du 4 septembre et la descente vers le nord. Voilà. Donc, c'était des tranches conditionnelles en plus, voilà, qui ont été étudiées par le bureau TPFI. Mais au départ, c'était la requalification de la route de Belconnen. Je ne saisis pas si vous voulez, je crois que je n'arrive pas à exprimer ce que j'ai envie de dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est comment est-ce que des travaux qui étaient estimés au départ à autant, je vous la fais pourtant, cette réflexion à chaque CAO, comment des travaux qui ont été estimés à 900 000 € peuvent se retrouver avec autant de différence entre la phase avant-projet sommaire et la phase avant-projet détaillée. C'est ça que je ne comprends pas. Et si vous voulez, peut-être que j'ai proposé cette entreprise, oui, c'est possible, parce qu'elle me paraissait bonne, les conditions me paraissaient très bonnes. Mais ce que je critique, c'est pas ça. Ce que je critique, c'est la personne, le bureau d'études fait un projet. Si jamais vous n'avez pas, en tant que maîtrise d'ouvrage, changé radicalement le projet, il ne peut pas avoir une telle augmentation. Peut-être que j'exprime mal ce que je veux dire, mais mon souci est là, c'est tout. C'est parce que la personne a voté pour, comment dirais-je, à un taux de rémunération qui n'est pas fort, il est de 3,55%. Mais encore une fois, c'est pas ça que je critique. Ce que je critique, c'est cette différence fondamentale. Or, si c'est une grande différence, soit on a augmenté les surfaces, soit on a augmenté les volumes, soit on a augmenté le projet lui-même. Mais ça, je m'en souviens pas du tout. Voilà. C'est une question que je pose. C'est pas quand je me dis critique, c'est plus la critique par rapport à la loi MOP, c'est tout. Hein. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Mais je ne me souviens pas du tout ne pas avoir réagi à ce genre de choses. C'est trop gros pour que je réagisse pas. Est-ce que, pour une non-initiée, est-ce que ça veut dire tout simplement que à la base, il y avait certains travaux qui étaient prévus et que ensuite vous avez prévu des travaux supplémentaires qui ont induit des frais supplémentaires, enfin des coûts supplémentaires? Est-ce que c'est ça ou pas? Ils ne peuvent pas être supplémentaires puisqu'ils sont dans le marché. D'accord, les travaux supplémentaires, ça fait l'objet d'un avenant après marché. Par contre, là au départ, il a été fixé une enveloppe, on va dire, arbitrairement, quoi, autour de 1 million d'euros. Et c'est sur cette base-là qu'ont été consultés les bureaux d'études pour faire l'étude pour le maître d'ouvrage. Ensuite, il a été affiné les choses, effectivement. Le montant des prévisions de travaux ont été plus élevés que ce qu'on avait imaginé au départ. C'est qu'il y a un beau plantage quand même au niveau de l'estimation des travaux, alors par le bureau d'études, je ne sais qui. Mais... L'estimation au départ, ça n'a pas été fait par le bureau d'études. Ça a été fait en interne. Moi, j'avais une question sur la tranche optionnelle de la descente de Rimbaud. Vous pouvez nous donner une idée de la planification des travaux? La tranche 1, donc la tranche conditionnelle 1, devrait débuter courant d'été ou au tout début de la rentrée. J'ai une question sur le numéro 6. Sur l'implantation d'une antenne relais SFR. En fait, j'ai plusieurs questions. Déjà, est-ce que vous pouvez nous communiquer l'emplacement exact de cette antenne? Et ensuite, je me posais des questions sur le choix de signer une telle convention, parce que c'est vrai que
suscité l'inquiétude des gens qui habitent à côté de cette future antenne. Quelle est la stratégie de choix pour dire on accepte ou pas la demande d'un opérateur qui arrive et qui demande d'implanter une nouvelle antenne? Est-ce que les riverains autour ont été consultés ou pas du tout? Et dernière question, est-ce qu'il y a d'autres projets de la sorte qui sont dans les tuyaux, sachant qu'avec l'arrivée prochaine de la 5G, il va y avoir beaucoup de demandes de plein de petites antennes un peu partout. Et voilà, je me pose des questions sur la façon dont vous choisissez ou vous acceptez ou pas ce genre de demande. Quelle est la stratégie? A priori, il n'y a pas d'autre lieu. De toute façon, donc, ça faisait partie des points qui étaient très mal desservis. Et l'implantation, elle dépend encore d'une autorisation d'urbanisme qui n'a pas été encore donnée, puisque ça n'a pas encore été demandé. Il y a encore l'instruction du service urbain. Bien ça. Pour l'instant, donc, ils ont besoin que de ce petit papier pour déposer leur permis. Et après, c'est à l'instruction au service urbain. L'emplacement est situé où? Parce qu'il y a marqué chemin de l'air, mais il est grand le chemin de l'air. Oui, il doit bien faire 800 mètres. Oui. C'est au niveau d'une parcelle communale où il y a des bassins d'eau. Ça s'appelle le réservoir de Bellevue. Et pour l'instant, c'est uniquement SFR ou c'est une antenne qui est amenée à être réutilisée comme les autres par les autres opérateurs? Alors pour l'instant, le porteur de projet, c'est SFR, puisqu'ils ont une zone apparemment sur le village et aux alentours, aux proches périphériques, une zone d'ombre importante au niveau des réseaux SFR. Donc il y a plusieurs opérateurs pour une même antenne, il y a un loyer pour chacun qui est touché, qui est payé à la commune? Je me souviens plus la convention. En fait, pour l'instant, c'est qu'avec SFR, mais en général, pour l'avoir vécu pour d'autres opérateurs, en général, un pylône est prévu pour 4 antennes installées. D'accord? Donc, quand c'est donc là, pour l'instant, il y aura les leurs, quoi. Par contre, c'est vrai que, par exemple, j'ai eu le cas de TDF pour s'installer à la barque, mais après ça n'a pas marché. Eux, ils louaient un emplacement pour eux, mais ensuite ils pouvaient aussi avoir un autre opérateur qui utilisait le même support. Et dans ce cas-là, ils nous proposaient effectivement une location supplémentaire. Voilà. Mais là, apparemment, c'est tout pour SFR, il n'y en aura pas d'autres. Sur les 8 ou 10 relais qu'il y a sur la commune, il y en a beaucoup qui sont communaux? Il y en a 10. Ouais. Il y a 10 relais. Oui, au moins 8, moi j'en ai parlé. Ben, nous, on n'est pas distributeur de téléphone. Ah, mais il y en a d'autres qui font l'objet de conventions sur l'installation des antennes avec la commune. D'accord, nous, oui. L'église, par exemple, sur le clocher. Oui, tout à fait, on a une convention de location. Mais nous, on n'est pas propriétaire des antennes. Voilà. Je n'ai pas très bien compris. Vous aurez une idée de ce que ça rapporte à la commune, globalement? On peut faire le point, hein, mais c'est à peu près de cet ordre-là pour chaque opérateur. Quoi. Je crois qu'il y a Orange, il y a Bouygues sur le clocher, c'est sûr. Oui, Bouygues. Il y a les trois. Il y en a un. Derrière l'autoroute, il y a Orange, Free et. Alors l'autoroute, c'est pas chez nous. Hein. Ils sont sur un terrain privé là-bas. C'est un terrain privé. Voilà. Sinon, la parcelle appartient à Escota, enfin Vinci, quoi. Et puis, il y a une autre antenne qui s'est installée à côté du château d'eau de Auguste Soulet, mais là, c'est chez le privé. Donc, on a Bouygues et celle-là. Sur la 5G, vous n'avez pas eu de sollicitation pour l'instant? Mais après, si les opérateurs ils ont leur lieu, ils changent l'antenne, quoi, en fait. Alors, la 5G, ça va être des antennes beaucoup plus rapprochées que les relais actuels. Pour l'instant, on n'a pas été saisi là-dessus. L'avantage de ces conventions de location, c'est que c'est de l'argent qui restera à la commune de Fuot toutes les années. Ça ne peut pas partir à la métropole.
Moi j'avais une question sur la numéro 7. Vous pourriez nous dire la finalité de ce bâtiment modulaire et vous pourriez faire le lien avec le projet de pôle culturel? Donc simplement, nous avons l'opportunité, puisque c'est le territoire du Pays d'Aix qui nous a laissé ce modulaire, enfin on l'a eu donc gratuitement, et comme à la bibliothèque, il leur manque souvent de l'espace, en particulier quand ils reçoivent des classes, on a donc décidé de le mettre là, mais c'est pas dans le projet pôle culturel que ça s'insère. Le jour où on y sera, mais c'est simplement pour un peu agrandir la surface qu'ils peuvent utiliser. Il va être placé où, le modulaire? Pardon? Il va être placé où exactement? Il va être De l'ancien mis dojo à côté du... Vas-y. Il va être mis là où il y a un petit jardinier, là, en contrebas des escaliers, entre les deux escaliers, celui où il y a l'issue de secours, hein, et puis l'autre escalier qui est côté bibliothèque, donc il va être placé à cet endroit-là. Et dans le même projet, il y a un agrandissement léger, une vingtaine de mètres carrés, un agrandissement du balcon pour pouvoir le fermer et utiliser comme stockage pour les tables et tout ce qui s'ensuit, parce qu'aujourd'hui on a été obligé de démonter la scène pour pouvoir stocker des tables pour les lotos et les associations quand elles utilisent la salle. Et donc là, on va utiliser cet espace qu'on a nouvellement créé pour pouvoir stocker les chaises et les tables. Sur la numéro 11, vous pourriez nous dire quand est-ce que commencent les travaux pour les deux chantiers, là, à la fois la piste cyclable et puis le chemin le long de la galerie? Alors pour les pistes cyclables, ça y est, la première réunion de démarrage a eu lieu vendredi dernier. Et pour la galerie, c'est un chemin qui va de la Rocade au Fuveau. Oui, voilà. Pour la galerie, en fait, c'est un chemin sur le chemin traditionnel de la galerie qui va en fait de la Rocade à Fuveau. C'est un chemin qui a toujours été utilisé et où les lavandières qui arrivaient du lavoir montaient leur linge sur leur brouette. Je les revois encore. Et elles passaient par ce chemin. Et là, on va un peu l'aménager. Voilà. C'est tout, mais c'est un chemin qui existe déjà, mais qui va être aménagé. C'est intéressant. Mais ce n'était pas ma question. Ma question, c'était sur la date des travaux. Alors là, je ne sais pas la date, mais... En fait, c'est le même marché. Oui. C'est le même marché, mais on n'a pas encore déclenché l'ordre de service parce qu'on a un petit peu d'assainissement à faire, notamment là où il y a le logement d'urgence. Là, on est toujours sur une vieille fosse septique, donc on va en profiter pour faire un petit peu de réseau d'assainissement, mais ça prend un petit peu de temps pour validation avec la métropole. Oui, parce que c'est une compétence transférée, l'assainissement. Si vous me permettez, moi je vais vous poser une question sur la 9 qui est exactement la même. Tout à l'heure, vous m'avez dit que c'est moi qui avais choisi le maître d'œuvre. Je ne savais pas que j'avais cette capacité de choisir un maître d'œuvre en pleine CAO. Sur vos Vous l'aviez conseillé. Je l'ai conseillé, mais je ne me rappelle plus pourquoi, mais si je l'avais conseillé, c'est peut-être à la suite d'une discussion où on était tous en train de discuter. Je ne suis pas seul, on est 5 membres de la commission. C'est pas moi qui décide, tiens, ce serait trop beau si un élu de la minorité pouvait décider. Dans la numéro 9, on a exactement le même problème. C'est-à-dire que vous avez un coût prévisionnel des travaux qui est à 75 000 € avant étude. Et lorsqu'on fait la PD, on arrive à 111 000 €. Donc on est à plus de 30% d'augmentation. Pourquoi? C'est la même question que tout à l'heure. Là, je n'ai pas participé, j'en suis sûr. On a toujours pareil, hein, c'est une somme qui a été mise au budget, travaux de proximité, conseil départemental pour obtenir les 80% de subvention. Et après, lorsqu'on a fait faire l'étude, on a eu de la reprise d'assainissement à refaire. Voilà, c'est pour cette raison que le montant prévisionnel des travaux, c'est-à-dire le fameux APD, s'est relevé. Voilà, tout simplement.
Là, il ne s'agit pas d'un réseau géré par la métropole, puisque c'est le réseau intérieur de la commune. Vous m'en aviez parlé au moment de la CO, je m'en rappelle. Merci. J'ai une question sur la numéro 19, là, sur le règlement de publicité. La convention là, qui sert à optimiser un peu, faire de l'ingénierie fiscale sur ces recettes. Vous pourriez nous dire le montant global de recettes liées à la TLPE, ça donnait quoi? Environ 50 000 euros par an. Donc ça rapporte 50 000 euros, et là on va faire passer une convention pour essayer d'optimiser la manière dont on va fixer les taxes. Oui. C'est ça? C'est la manière dont on va fixer les taxes dans le règlement, ou c'est le fait de récupérer de l'argent dû et qui ne rentre pas parce qu'il ne rentre pas? Non, en gros, c'est un prestataire de service, c'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens, entre guillemets, de faire ce travail-là. Le contrôle de vérification. Voilà. Et ils envoient des équipes, entre guillemets, spécialisées dont c'est le métier. J'ai vu avec les caméras, les véhicules qui tournent, exactement. Qui mesurent les panneaux et qui font avec un petit ce logiciel. travail-là beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus précise. Ils ont des services juridiques derrière, parce que quand c'est contesté, ils nous apportent pile poil les réponses qu'il faut aux entreprises. Voilà. Donc en fait, on externalise, si vous voulez, ce service-là. Voilà. Le fait de pouvoir, voilà. Et est-ce qu'on a une garantie que cette externalisation rapportera plus que le coût? Écoutez, depuis qu'ils sont intervenus, on va dire, la recette annuelle de TLPE, elle est passée en gros de 7 000 euros par an, voilà, à plus de 50 000, puisque quand je vous dis 50 000, c'est une moyenne sur les 3 dernières années. Hein, voilà. Ça intervenait déjà? Oui. Et ce n'est pas le RLP. Et voilà. Non. Le RLP, il fixe les... Ça n'a rien à voir avec le RLP. D'ailleurs, le RLP, il va être transféré. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est que le faire une fois, parce que ça permet de dire à chacun de valider ça vaut le coup de le faire tous les ans. Parce que ça, finalement, les gens, ils savent. C'est parce qu'ils ne le font pas, ils payent une fois, et si on ne reproduit pas cette prestation-là, ils ne paieront pas. On retombera à 7 000. On ne retombera pas à 7 000, mais on retombera. Non, puis ils vont nous en chercher d'autres. Hein. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas encore épuisé toutes les possibilités sur FIFO. Hein. Il y en a de nouveaux. Ouais, voilà. Dès qu'on arrête de surveiller... Comme les dépôts sauvages, on va en parler tout à l'heure. Voilà, les dépôts sauvages. Merci. C'est bon, on peut commencer le conseil? Ben non, on va commencer. On peut commencer les délibérations. Alors, première délibération, c'est Michel et Béatrice, subvention exceptionnelle au football club de Fuseau. Le football club de Fuseau a sollicité par courrier en date du 23 janvier une subvention exceptionnelle pour l'aider à équilibrer financièrement son projet de participation au tournoi international du Ribéral. Il s'agit de permettre la participation de 4 équipes du FC Fuseau, des U11 et des U13, plus 4 équipes en entente avec Gréasque, des U15 et U17. De ces pas soit près, c'est pour l'instant prévu 98 joueurs fuvelins et 20 accompagnateurs peints. 90 joueurs licenciés à Fuseau et 20 accompagnants bénévoles au tournoi international de Ribéral les 7, 8 et 9 juin 2019. Le budget global de cette opération s'élève à 12 000 euros. Ce prix comprend l'inscription des équipes, le logement mobil-homme, les repas du samedi matin, midi et soir, du dimanche matin, midi et soir, ainsi que le transport pour environ une centaine de personnes, joueurs et encadrants. Du côté des recettes, une participation des joueurs et encadrants de 100 euros sera demandée. Les communes de Fuseau et de Gréasque sont sollicitées. Cette participation permettrait de diminuer le montant sollicité des joueurs et des éducateurs. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention exceptionnelle de 1 000 euros à l'association Football Club de Fuseau et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Ils font la même chose à Gréasque, mais on n'a pas la réponse. Ah oui. D'ailleurs, ils n'ont pas encore délibéré.
Non, mais bon, c'est pas. Disons qu'ils vont globaliser. Après, ils verront en fonction des moyens qu'ils ont. S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons voter. Qui est pour? Merci beaucoup. Alors, maintenant, les chats. Alors ça, c'est aussi une compétence obligatoire des communes. Et les dames viennent très souvent nous rencontrer. C'est effectivement pour mettre fin à l'errance et à la divagation des animaux. Donc, Michel, subvention exceptionnelle à la féline Meilleurel. Alors, c'est une subvention qui est demandée chaque année. Cette année, elle est en augmentation par rapport au nombre de chats qui ont été traités. Je résume, l'association castre et stérilise les chats, les soigne en cas de pathologie ou chirurgie urgente, afin d'éviter toute prolifération et transmission de maladies, intervient sur les signalements et plaintes des riverains ou de la commune. Au vu du bilan de l'exercice 2008 présenté et des besoins d'ores et déjà recensés, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention exceptionnelle pour l'exercice 2019 à l'association, et on prévoit d'accorder 1 000 € pour l'exercice 2019 à l'association La Féline Meilleurez. On avait voté un peu moins l'année dernière, ouais. Non, c'était de l'ordre de 600 €, je crois, j'ai en tête. Mais enfin, comme une stérilisation de chat, ça coûte quand même pas mal, et qu'il y en a beaucoup à stériliser, ça fait beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, nous votons. Qui est pour? Merci beaucoup. Alors, on est toujours dans les subventions anti-location, mais là, c'est l'exercice 2019. Alors, c'est une partie de l'exercice 2019, c'est pas la totalité. Je crois qu'il y a une association qui a été rajoutée par rapport à ce qui vous avait été envoyé. Hein, la dernière association a été rajoutée. Je n'avais pas le dossier au moment où on vous a envoyé le document, et je l'ai vu après. Je l'ai intégré. Donc je vais simplement rappeler les propositions que l'on fait par rapport aux 19 associations qui ont déposé une demande de subvention. Et donc la gymnastique volontaire, c'est 300 €, donc ça, la première somme est la somme de la commune. Les AIL, c'est 3 000 €. Cantassi, 200 €. Courir à Fuveau, il y a la subvention communale de 1 500 €, plus une subvention existante qui vient du CT2, de 1 500 € qui est versée désormais par la commune. Créart, 1 000 €. Prête-moi ta plume, 400 €. Le CCFF, 600 €. Le football club de Fuveau, 2 500 € plus 500 € par la CT2. Tennis club de Fuveau, 2 000 € plus 3 000 €. Territoire du Pays d'Aix. Oui, territoire du Pays d'Aix. C'est le numéro 2. C'était Badminton, 500 €. Il faut peut-être signaler que c'est une nouvelle association qui a fait la demande. Comité des fêtes, 15 000 €. Le volleyball, 500 €. Je crois que c'est une nouvelle demande. Amicale du personnel, 6 000 €. Vivre ensemble à la barque, 800 €. Le souvenir français, 400 €. Le don du sang, 400 €. La pêche, 300 €. La chasse, 200 €. Les anciens combattants, 500 €. Il est proposé d'octroyer une subvention de fonctionnement sur l'exercice 2019 aux associations selon les montants listés ci-dessus, sachant que les subventions versées par le CT2 se font dans le cadre des manifestations organisées par les associations, qui doivent faire l'objet du justificatif. Des questions, Michel? Alors, en fait, le principe retenu, c'est toujours le même, c'est que là, on traite les associations qui vont d'année scolaire sur l'année scolaire, c'est-à-dire celles qui ont arrêté leur compte en, disons, septembre 2018, donc il y a eu le temps de faire leur assemblée générale, de déposer un dossier complet. Là, on va traiter au mois de mai-juin, on traitera les associations qui sont en année calendaire
qui vont déposer les dossiers à ce moment-là, une fois qu'ils auront fait leur assemblée générale. Comme il en reste, je sais pas. Des questions, Michel, une fois. Nous votons, qui est pour. Merci, nous continuons avec les... Pardon. Moi, je ne vote pas. Et par contre, Hervé ne vote pas. Non, je vote pas. Alors, les coopératives scolaires, c'est Johan qui va s'y Ah, attends, je suis en train de faire des notes. D'accord. Oui, Guillaume, il vote. Guillaume, tu votes Guillaume, il vote Non, c'est pas. Guillaume ne vote pas pour Corinne Martineau. On poursuit avec les coopératives scolaires. Donc, comme tous les ans, il s'agit de voter la subvention aux coopératives scolaires. Je vous rappelle que cette subvention n'est absolument pas obligatoire, que c'est un choix politique de la commune. Et on le fait d'autant plus volontiers quand on sait ce que ça peut apporter en termes de richesse pour les projets pédagogiques des classes. Comme l'année dernière, la participation communale pour les coopératives scolaires qui est proposée est de 250 € par classe en école maternelle. La commune compte actuellement 13 classes de maternelle. Vous avez le détail par école de ce que ça donne. Et 250 € également par classe en école élémentaire. Et la commune compte 25 classes élémentaires. On parle bien de classe, on n'est pas sur un nombre d'élèves. Quel que soit le nombre d'élèves dans la classe, il y a cette somme de 250 €. Il y en a 30 dans une classe à fort effectif, ou au minimum 12 pour la classe Ulysse que nous avons à l'école Lumière, c'est pareil, c'est une classe. Pour la participation supplémentaire à la coopérative scolaire, on parle là des classes transplantées. Vous le savez, il y a quelques années, nous avions la régie des classes transplantées et il y avait tout un mode de calcul puisque c'était basé sur le taux d'effort. C'était un mode de calcul qui, pour le service en jeunesse, était un petit peu une usine à gaz puisque ça se faisait après coup, il fallait faire l'annonce et c'était impossible à prévoir dans notre budget. Donc on a changé les modalités depuis l'année dernière. Et ça fonctionne bien. Alors oui, ça faisait un surcroît de travail pour les collègues enseignants, c'est vrai, mais on peut voir cette année en reconduisant le dispositif que ça n'a pas empêché les classes de faire des classes transplantées. Donc c'est que ce surcoût de travail est quand même accepté. Voilà. Donc ces modalités-là, il s'agit de faire une subvention de 400 € supplémentaires à la coopérative par classe qui part en séjour, avec une limite, avec un plafond de nombre de classes par école. C'est 2 classes pour les écoles élémentaires, et bien sûr 4 classes ouvertes dans la mesure où il y a quasiment le double d'écoles, le double de classes dans cette école par rapport aux autres. On a aussi doublé le quota. Cette subvention, elle, est versée uniquement lorsque le séjour est réalisé, sur présentation de la facture au service financier de la mairie. Les coopératives scolaires, du coup, de ces classes transplantées, de ces classes découvertes, restent organisatrices et gestionnaires. Donc il convient à l'Assemblée de voter les sommes octroyées de subventions de fonctionnement, 1 000 € pour l'école maternelle d'hier, 1 000 pour l'école maternelle du 14 juillet, 1 500 € pour l'école de la Barque, 2 000 pour la Roque-Martine, 1 250 pour l'école Rimbaud et 2 750 pour l'école élémentaire Ouvière, et d'autoriser Madame la maire à signer tout document nécessaire. Nous votons. Qui est pour? Merci beaucoup. Alors, CCFF, Nido, François est malade. À titre de son dispositif d'aide à l'amélioration des forêts communales et à la défense contre les incendies, le département peut subventionner les acquisitions de matériel pour les comités communaux de feux de forêt. Le président de l'association Comité communaux de feux de forêt de Fuveau nous a récemment informé qu'une partie du matériel de l'association devait être renouvelée compte tenu de son ancienneté et des pannes survenues. Il s'agit d'une tronçonneuse, une débroussailleuse pour un montant de 3 479 € hors taxe, ainsi que le renouvellement de 4 radios pour un montant de 3 089,76 €.
Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante de solliciter à hauteur de 60% le montant de ces acquisitions, une subvention auprès du conseil départemental et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Surtout pour les radios, c'est très important pour eux. Parce que Oui, c'est bon. Je juste me fais le porte-parole d'Hervé qui est au CCFF et qui confirme ce besoin de matériel et de remplacement de ce matériel-là. Et il insiste aussi sur le fait que les conditions climatiques prochaines, là, avec la sécheresse, risquent d'aggraver la situation en termes d'incendie potentiel, on va dire. Et donc il est important d'avoir le matériel adéquat pour pouvoir intervenir en prévention et en complément des sapeurs-pompiers. On a un entretien avec Hervé et on est totalement conscient du besoin, hein, donc voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. c'est bon, mais si le département peut aider. Il le fait partout. Voilà, il le fait partout. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas. S'il n'y a pas d'autres questions, par rapport au risque d'incendie qui, a priori, d'après ce que j'ai pu lire, est fort cette année, est-ce qu'on peut parler des obligations de débroussailler? Est-ce qu'il y a des zones à Fuveau qui sont plus dangereuses que d'autres? Est-ce que on fait de la sensibilisation? Comment ça se passe si jamais les gens ne débroussaillent pas? Enfin, voilà, qu'est-ce que... Le préfet, il y a 2 ans, avait fait une action forte sur Fuveau avec des pénalités conséquentes. Donc les pompiers, comment on appelle ça, c'est pas les pompiers, l'ONS était intervenu auprès des différents sites où il y avait un risque qu'on appelle une poudrière. L'ensemble des propriétaires avaient fait preuve de bonne volonté, il y avait eu des calendriers de fait. Donc on pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, où il y a des habitations, c'est-à-dire où il y a des propriétaires avec habitation, donc les obligations légales sont à soumettre, on pense que ces personnes le font, sauf que nous avons énormément de forêts sans habitation, et là il n'y a aucune obligation. Et même au niveau du CT2, ils proposaient des débroussaillements gratuits sur des grandes surfaces. Je ne sais plus combien c'était la surface obligatoire, 5000 mètres, non? Je crois que c'était... Mais pour intervenir, il y a des propriétaires, des chasseurs qui ont refusé l'intervention du CT2 gratuit. Et là, on ne peut rien. Il n'y a pas d'habitation, donc on ne peut pas intervenir. Voilà. Non, c'est pas les chantiers d'insertion. Il y a aussi des chantiers d'insertion. Là, c'est des petits. Mais au niveau des grosses surfaces, c'est des chantiers qui sont faits par le CT2 et la métropole maintenant. Mais si les propriétaires refusent, c'est refusé. Nous l'avons voté au dernier conseil de territoire, donc ça a été voté la possibilité d'offrir du débroussaillement. Je vous rappellerai que les obligations légales de débroussaillement, c'est 50 mètres autour de sa maison. Et ça vous êtes, si vous ne le faites pas, vous êtes verbalisable, vous êtes déjà un pyromane, comment dire, potentiel, mais en plus vous êtes verbalisable. Et on a lancé avec l'ONF, avec notre police municipale, un certain nombre de contrôles dans les secteurs qui nous semblaient sensibles, et on a mis en demeure un certain nombre de personnes de se mettre en conformité avec ces obligations légales de débroussaillement. Ce qui a été fait. Nul n'est censé ignorer la loi. Nous faisions auparavant avec le CT2 des réunions d'information, quand on était 5, 6, avec les comités de feu, des personnes qui viennent. Ça n'intéresse personne. Ce genre de réunions, on les répétait tous les ans avec le CT2, et finalement on a abandonné, sur toutes les communes on a abandonné, parce que c'était vraiment, on se rencontrait quoi. Voilà, les gens savent très bien qu'ils sont hors la loi, et c'est pas ceux-là qui vont venir. Ceux qui ne font pas le débroussaillement obligatoire, ils ne viennent pas à la réunion. Pour notre forêt communale, on a passé un accord, et je crois qu'on l'a voté lors d'un précédent conseil, avec l'ONF pour aller faire pas du rafraîchissement, mais du débroussaillement dans les zones sensibles, notamment dans les secteurs un peu ludiques, et notamment au plano. Il y a un certain nombre de branches à couper assez hautes. Voilà. Donc ça c'est en cours, et puisqu'on l'a voté dernièrement, il
le budget municipal, donc ça va être fait assez rapidement. Et on l'a voté au conseil, au dernier conseil du territoire. Donc, mais c'est pour toutes les communes du territoire, évidemment. Une toute petite question. Quand je suis arrivé à Fuveau, il y a 20-25 ans, dans la forêt des Planes, il y avait un système de brumisateurs. Est-ce que c'est idiot de le... Le conseil départemental a arrêté d'entretenir ce genre d'installation. Oui. Ils sont vandalisés en permanence, donc ça coûte bien d'argent. Et c'est dommage parce que fait par les écureuils. le système fait par les écureuils aussi. Et le système est intéressant, mais aujourd'hui il n'est plus du tout utilisé. Ils ont soif les écureuils. Et d'autre part, il y a d'autres systèmes qui sont mis en place aujourd'hui par le conseil départemental, le conseil régional, avec des jeunes en place, des vigies, enfin il y a beaucoup de choses qui se font. Mais les asperceurs... Alors, il y a des asperceurs qui marchent bien, c'est autour du barrage Bimol, là-haut. Mais bon, ça oblige à avoir un réseau d'eau enterré, d'avoir des surpresseurs qui envoient sur des conduites, en fait des colonnes de 3 mètres de haut avec des asperceurs au-dessus. Là, il y a beaucoup moins de dégâts, quoi. Et le service est assuré de façon meilleure par rapport au risque d'incendie. Par contre, il faut savoir qu'il faut le déclencher en prévision. Hein. C'est pas fait pour éteindre le feu, ça. Il faut que... c'est uniquement pour abaisser le risque, c'est tout. Et avec les probables grosses chaleurs qui arrivent, qui seront de plus en plus fréquentes, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'installer un tel système dans nos forêts? Non, mais on vous dit que c'est pas fiable, puisque d'une part les écureuils... Le système que propose Daniel, qui coûte peut-être un peu plus cher, mais qui aurait une fiabilité beaucoup plus importante. Voilà. Après, il faut avoir la réserve en eau suffisante pour pouvoir engager ces installations. Hein. Bon, là, ils ont un beau réservoir à Limarin, il n'y a pas de souci. Bon, nous, dans les plans, et en plus, il faut être propriétaire du privé, parce qu'on va faire des trous, hein, du foncier, quoi. Après, chez le privé, c'est compliqué à organiser, quoi. On revient sur le problème des privés qui refusent même le micro-centre parce que c'est des chasseurs, ou c'est parce que c'est de l'écologie, ou parce que tout ce qu'on veut, quoi. Moi, j'ai un voisin, il est écolo. Il ne veut pas débroussailler. Il ne veut pas débroussailler, il dit qu'il ne faut pas. Et quand il aura le feu, il fera quoi? Il y a eu le feu, il a dit, ben, les gens font leur travail. Ils n'auront pas d'eau parce que c'est écolo. Allez, on n'a pas voté. Il y a d'autres questions sur le CCFF? On vote. Alors, on vote. Qui est pour? Merci. Alors, Jean-Paul Gaël sur la verbalisation et la taxation pour l'enlèvement des dépôts sauvages. C'est un travail énorme et je pense que les services techniques, souvent, ils ont autre chose à faire que de passer des journées entières à enlever les déchets que mettent des particuliers et aussi des entrepreneurs. En guise d'illustration de cette délibération, je voulais juste vous passer une petite diapo qui s'appelle Chemin de la Potasse. Là-haut, 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 là-haut. Vous l'avez mis Là, elle est sur le bureau, là. En haut. Là? Un peu plus bas, à gauche, à gauche. Je vois pas. Ah oui, là. Pardon. Pardon. Si vous pouvez mettre plein écran, là, voilà. Voilà ce qu'on a trouvé. Voilà ce qu'on a trouvé surtout, et puis voilà ce qu'on a entrepris pour le dégager. Ça nous a, enfin quand je dis nous, c'est les services techniques, ça nous a mobilisé un jour et demi, un tractopelle, 3 camions bennes, 5 agents. Donc c'est les chemins de la Potasse, tout le monde sait, c'est où ça se situe, tout le monde a vu malheureusement ces dépôts sauvages, où on a donc retiré plus de 8 tonnes de déchets verts, on a fait 10 voyages à la déchetterie, 3 tonnes de gravats, 4 voyages à la déchetterie, 1,5 tonne d'encombrants, 4 voyages à la déchetterie, et 300 kg de ferraille, un voyage. Voilà, donc ça c'est, on ne va pas dire que c'est notre quotidien, mais c'est pratiquement ce qu'on voit un petit peu tous les jours, et
et qu'on est malheureusement obligé d'enlever pour ne pas que le dépôt devienne sur-dépôt, quoi. Donc pour essayer de lutter entre guillemets contre ces dépôts sauvages et un petit peu en complément de tout ce qui est déjà mis en place. Je vous rappelle qu'il y a la collecte des encombrants, etc. etc. On a effectivement constaté ces abandons réguliers un petit peu partout sur le territoire communal. Donc en complément des procès-verbaux normaux qui sont délivrés auprès des contrevenants quand ils sont identifiés, il nous a semblé intéressant de mettre en place un recouvrement des frais engendrés par l'intervention des services techniques de la commune, dans le cas bien sûr où ces contrevenants peuvent être identifiés. Donc je répète, cette action est en complément de la verbalisation, hein, qui est une action pénale. Et donc là on vous propose les différents tarifs d'enlèvement de ces dépôts sauvages à hauteur, vous avez les différents tarifs et vous avez donc les différents types d'intervention, les différents frais d'intervention. Voilà, donc je vous les laisse à votre lecture et on vous propose donc d'approuver la mise en place de cette facturation pour dépôts sauvages de déchets de tout ordre et d'indiquer que les tarifs feront l'objet d'un arrêté municipal. Voilà, donc c'est une action complémentaire de répression, si vous voulez, mais en plus des actions de communication et de... Voilà, donc il nous a semblé intéressant d'appuyer un peu plus sur le porte-monnaie de la personne, de l'artisan qui a déposé ça. Quand on peut le retrouver. Quand on peut le retrouver, bien sûr. Malheureusement, on ne peut pas toujours le retrouver. Au chemin du Miantou, par exemple, il y avait de très gros dépôts. Alors là, ce sont les riverains qui se sont organisés et qui ont tout débarrassé. On leur a simplement prêté un camion, une benne. Ils ont rempli la benne, mais ce sont les riverains qui l'ont fait eux-mêmes alors qu'ils n'y étaient pour rien. Mais ils n'avaient pas envie de vivre dans ces poubelles, quoi. Il faut appeler un chat un chat. Alors que c'est un lieu sympa, le chemin du Miantou. Elle, tu voulais rajouter quelque chose? N'apparaît pas aussi si c'est forcément verbalisable en flagrant délit ou a posteriori. La verbalisation, elle est seulement en flagrant délit ou aussi a posteriori? Il faut identifier le contrevenant, on va dire comme ça, quoi. Alors il y a le flagrant délit, mais il n'y a pas que le flagrant délit. On peut ouvrir des cartons, on peut essayer d'identifier, alors avec des déchets verts c'est un peu plus difficile, mais avec des gravats ou avec des détritus, c'est peut-être un petit peu plus facile par une signature quelconque, quoi. Je peux y avoir une enquête. Parfois, on avait, à un moment, je crois qu'on avait une adresse de personnes de Marseille qui avaient payé quelqu'un pour débarrasser leur maison, et le gars, il avait tout fait tomber. La personne qui était, elle avait payé quelqu'un pour faire le travail. Et les autres, ils avaient tout laissé dans les rues. Alors bon, il faut savoir que ce n'est pas uniquement Fuveau qui est malheureusement tout touché ou ciblé. Malheureusement, quand vous regardez autour de vous, c'est le comportement actuel d'un certain nombre de personnes. Oui, il y a un vrai problème en ce qui concerne les cartons. C'est-à-dire les cartons qui sont supérieurs aux emballages qu'on peut mettre dans les poubelles d'emballage. Et on en trouve dans tous les points où il y a la possibilité de poubelles, on a de gros cartons. Est-ce qu'il y a un point particulier à Fuveau où on peut mettre ces Il y a un point particulier qui est là, mais normalement Mais là, c'est pour les commerçants. Les Les particuliers, ils doivent le porter à la déchetterie. Non, les particuliers, ils peuvent déchirer ou Comme dit Gaël, il suffit de déchirer son carton et de l'écraser. Voilà, les écraser. Et puis, voilà. Je dis pas la ça plupart, pour moi. Michel. Je vais à la déchetterie, mais je veux dire, ce qu'on constate, c'est qu'à côté des points de tri, il y a énormément de gros cartons. La plupart des bacs jaunes ne sont pas verrouillés pour cela. Donc ça, tu peux le dire autour de
Ils sont déverrouillés. La plupart des bacs jaunes, au tri, au carton, ne sont pas verrouillés. Bonjour Jean-Michel. Donc en tu fait, vois, hier soir, tout était plein partout. C'est collecté le vendredi, le marché, c'est comment qu'il est fait. Donc les gens, ils arrivent, ils ouvrent leur coffre, les trucs sont pleins, les poubelles sont pleines, ils posent devant. Ouais, mais c'est collecté le vendredi pourtant. Voilà. Après, moi, quand j'ouvre la poubelle, je vois plein de trucs aussi qui sont dans le jaune et qui ne vont pas au jaune. Donc forcément, ça enfonce. Par exemple, les cartons de pizza, c'est souillé, il ne faut pas le mettre dans le jaune. Et il y en a plein. Après, il y a un moment, je le fais au guignolet chez moi, mais je ne fais pas le tour de frigo pour retrier. Mais c'est collecté le vendredi, c'est avec la nouvelle concession de Nicolin qui nous a été Nicolin collecte le vendredi. Donc en fait, après, il y a le week-end par-dessus et jusqu'au vendredi. Et on n'a pas la même. Que la collecte se fait le vendredi. Non mais Michel, les gens qui ont envie de jeter, ils ne vont pas attendre. C'est ça, déjà s'il n'est pas par terre, non mais Michel, tu peux faire toutes les informations que tu veux, toutes les communications que tu veux. Voilà, ceux qui veulent jeter dans la nature, certains le feront toujours et d'autres ne le feront pas. Oui. Bon, il y a des petits flyers comme ça qu'on a sortis avec l'aide de la police municipale, bon voilà, qui sont à votre disposition. Hein. Qui indique toutes les possibilités, en fait, toutes les amendes que vous risquez et toutes les possibilités autres que le dépôt sauvage. Oui. Non, nous pensons que c'est un vrai sujet et un sujet complexe. En fait, c'est un sujet complexe. Et nous sommes favorables au principe de la verbalisation et de la taxation. Voilà. Donc ça, on le pose comme principe parce qu'on pense qu'il faut aller aussi vers la verbalisation et de la taxation. Après, quand on parle de sujets complexes, je pense que vous disiez, ça ne concerne pas que FUVO. Et aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité puisqu'il est en train d'être pris en compte par le ministère de l'Environnement. Donc il y a eu 2 rapports qui sont sortis sur ce sujet. Je ne sais pas si vous vous en êtes inspiré pour proposer la taxation. Vous avez un premier rapport qui s'appelle, fait par l'association Zero Waste Déchets, voilà, qui est sorti l'année dernière, milieu de l'année dernière, et il y a un rapport de l'ADEME qui est sorti en début d'année, et en fait qui pose le sujet. En 2 mots, je vous dis 314 000 tonnes en France, c'est l'équivalent de 31 tours Eiffel. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. 21 kilos par habitant, en moyenne, en France, et ça coûte 5 € par an et par habitant. Donc je ne sais pas si déjà, à FUVO, on a une idée de ce que ça nous coûte, là, vous disiez, le tractopelle, les heures, etc. Est-ce que ça arrive à quelque chose autour de 50 000 €? Mais on voit que... Non, je parle des dépôts, c'est un rapport qui est fait sur tous les dépôts sauvages. Et en fait, je vous invite, moi je vais vous le passer, ce rapport, je vous invite à le lire parce qu'en fait, il pose la problématique de ce qu'on est en train de se dire, entre guillemets, sur plein de sujets. Et du lien, en fait, du lien entre le citoyen, le fuvelin, qui doit mettre ses poubelles et qui arrive ou qui n'y arrive pas, de la collectivité en charge de la collecte des déchets, c'est-à-dire aujourd'hui la métropole, avec les points d'apport volontaires et avec le fait que le type qui arrive le vendredi et qui dit c'est plein, qu'est-ce qu'il va faire? Et une chance sur 2 qu'il aille le mettre à côté, qu'il aille le mettre un peu plus loin, etc. Alors que si c'est vide, pour le coup, là, il va le mettre. Et de la municipalité aussi, qui, elle, peut essayer, à travers ces actions-là, comme de la communication, comme un certain nombre de choses, essayer de trouver un moyen d'essayer d'améliorer le système. Et en fait, ce rapport-là, il fait l'état des lieux, et il commence à donner un certain nombre de pistes, à la fois en termes de prévention, communication et de répression, entre guillemets, qui vont dans le sens de ce que vous proposez là. Donc c'est ça qui est intéressant. Par contre, dans une démarche plus globale. Je vous donne un élément, par exemple, qui est très intéressant. Il s'appuie sur des études qui ont été faites en Suisse, par exemple, sur le fait de dire, quand on met un panneau pollution interdite, ils ont fait des tests à l'entrée d'une gare, pollution interdite, etc. Ils ont réussi à réduire de 20% la quantité de dépôts sauvages. Quand ils en ont fait quelque chose de manière humoristique, et en marquant, parce que les déchets n'ont pas d'aile, vous voyez, ils ont mis des panneaux, parce que les déchets n'ont pas d'aile, ne laissez-les pas à cet endroit-là, ils ont réussi à réduire de 60% ces dépôts sauvages. Donc vous voyez, à travers des actions, entre guillemets, qui peuvent être un peu anecdotiques, il y a des études qui ont montré que finalement on peut commencer à agir collectivement sur le système, pas forcément dans des choses qu'on pourrait penser nous, sans être forcément des experts, mais en allant prendre un peu les bonnes pratiques à droite à gauche pour essayer d'essayer de collecter comme ça les usages et la manière dont on peut essayer collectivement en fait de progresser sur ce sujet-là, parce que à mon sens c'est un vrai sujet complexe. Voilà.
Et c'est pour ça que l'ADEME a sorti en février 2019 un peu le même genre d'études, qui essaie d'analyser pourquoi il y a ces dépôts sauvages en fait. Les raisons pour lesquelles les gens déposent, qu'on a interviewé un ensemble de communes, qu'on a essayé de trouver les moyens, etc., qu'on capitalisé tout ça. Donc ce rapport-là, il est très intéressant. Et ça va, en fait, ça va produire un guide à destination des élus qui sortira au mois de juin, qui sera publié par le ministère de l'Environnement, et qui définira justement non seulement des règles, des bonnes pratiques, mais aussi un certain nombre d'évolutions de la loi. Vous prenez l'exemple de la dame là, qui a fait vider sa maison à Marseille. Par exemple, ils disent que pour des entreprises, par exemple, elles font payer souvent une prestation de j'enlève tes déchets, et puis les déchets, il les prend, et plutôt que d'aller les déchetteries, il les pose. Si vous allez chercher un certificat à la déchetterie, comme quoi il a bien été déposé les déchets, et qui ramène ce certificat-là, et qui sera payé que s'il ramène le certificat, vous bouclez le système, et ça c'est à la loi, vous voyez, c'est le législateur de légiférer pour essayer collectivement d'essayer de faire progresser. Donc à notre sens, c'est quoi? Ce système de verbalisation et de taxation, à mon avis, c'est un des leviers, à mon sens, à mettre en œuvre, mais qui doit faire partie d'une politique plus globale de prévention et de communication. Vous verrez dans le rapport, il y a un deuxième élément très intéressant, par exemple, c'est la chasse aux déchets qui est organisée dans des écoles. En fait, ils font des dépôts sauvages dans des écoles, c'est super intéressant, ils organisent des dépôts sauvages dans des cours d'école, et ils leur donnent des pinces, etc. Et ils font comme une chasse au trésor, entre guillemets, avec les gamins qui vont courir après les déchets avec des pinces. En fonction de la qualité du déchet, ils doivent les trier dans différents endroits, etc. Et ils amènent les enfants à se réinterroger sur c'est quoi un dépôt sauvage, comment on fait pour éviter ce genre de dépôt, comment on fait pour les voir. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce rapport-là, c'est que ça montre le rapport qu'on peut avoir avec ce dépôt sauvage. Il disait par exemple de ne pas les enlever trop vite. Si vous enlevez trop vite des dépôts sauvages, les gens vont se dire bah, regarde, je peux le foutre là, très rapidement ça disparaît. Ils en font en fait des trophées, ils en font même des scènes de crime. Ils en font même des scènes de crime avec un balisage dans lequel ils disent il s'est passé tel truc, que tous les citoyens voient bien ce qui s'est passé, etc. Et on va enquêter et on va essayer de retrouver qui a fait ça pour que finalement on puisse verbaliser derrière. Donc à mon sens, il y a plein de choses dans ces rapports qui vont nous permettre de produire quelque chose de global. Donc, la question par rapport à votre proposition, c'est comment on inscrit ça dans un dispositif plus global. Et notre deuxième question, c'est la manière d'évaluer le chiffrage. On voit que c'est fait en volume, on voit qu'il y a des frais, etc. Dans le rapport, ils indiquent que souvent c'est fait sous forme d'un forfait. C'est plus simple. Et puis c'est fait au kilo et pas au volume. Donc comment on évalue le volume? Ça va poser à mon sens, ça va poser plein de questions. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'attendre ce guide qui va sortir par le ministère de l'Environnement pour compléter, j'ai envie de dire, compléter ce dispositif, s'assurer que c'est bien pertinent dans les modalités de calcul. Ça, c'est notre première question. Et la deuxième, est-ce que c'est un sujet qui ne serait pas intéressant de travailler avec les comités de quartier? Parce que là, ils sont en direct, c'est des relais de proximité. Vous n'en avez pas forcément discuté la semaine dernière dans la réunion avec Sécu, mais à mon sens, c'est aussi un sujet qui devrait être traité avec les Sécu pour pouvoir faire des propositions collectives. Juste deux peut-être réflexions par rapport à ce que tu viens de dire. La première chose, c'est que si on n'enlève pas le dépôt sauvage très rapidement, eh bien, le dépôt sauvage, il va engendrer le dépôt sauvage. C'est comme les tags, hein. Si on ne les enlève pas tout de suite, le tag engendre le tag. Pas trop vite, mais pas trop. Ben oui, mais enfin. Bon. Et puis une deuxième réflexion aussi par rapport à l'évaluation du coût annuel. Là, sur l'opération de la potasse, par exemple, on est à 52 heures des services techniques. Donc on peut très bien, nous, sur le plan annuel, évaluer le nombre d'heures passées par les services techniques pour ce genre d'opération, sachant que quand ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. Hein. Ça c'est bien ce qu'il faut dire. Hein. Le 5 € par an par habitant, ça serait intéressant de le chiffrer à plus haut. Donc ça c'est illégal. Mais qu'on fasse confiance en plein que voilà ce que ça coûte en fait. À la collectivité, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. De toute façon, bon, c'est pas uniquement les Suvelins, parce que quand on voit effectivement ce qu'on retrouve, c'est, enfin j'accuse personne ici, mais c'est souvent des artisans qui transitent par la commune et puis qui, voilà, enfin ça accusé uniquement que les artisans, mais c'est souvent eux. Hein. Vous avez le nombre de verbalisations sur l'année passée par exemple? Oui. Oui, en fait, bon, on tient des statistiques, on va dire, depuis les 2 dernières années. Donc en 2017,
on a identifié 17, on va dire, personnes ou entreprises sur 34 dépôts sauvages. Et en 2018, 31 personnes ont été identifiées sur 69 dépôts sauvages. Ça, c'est des personnes à qui on aurait pu facturer. Enfin, oui. Ce qui veut dire qu'on est en augmentation quand même d'une année sur l'autre. Hein. Oui. Je pense qu'il suffit de se promener pour le voir. Il faut dire qu'il y a beaucoup de chemins, de campagnes, de collines où ils sont cachés et c'est facile pour eux de renverser leur truc. Non, mais la question c'est est-ce qu'on peut pas en discuter avec les sécu, c'est intéressant pour la manière de calculer et puis les impliquer dans la démarche parce que c'est des relais de proximité. Et est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre ce qui va compléter en fait parce que enfin, le risque que je vois le votera quand le guide sera sorti, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. On peut déjà commencer comme ça et puis ensuite. À ce moment-là, ça peut être une délibération qu'on reprendra cet été à la lumière du guide. Et la question c'est pourquoi vous en discutez pas avec les sécu de ce sujet-là? On en discute très régulièrement avec les sécu. Il se trouve que lors de la dernière réunion, ça n'était pas à l'ordre du jour. Mais Gaël peut en témoigner, il y avait une réunion sur la collecte des ordures ménagères de terre. Voilà, on en discute tout le temps avec les sécu. Mais je dois partir, mais sinon, si je pars... Voilà. Cette délibération arrive maintenant, il y a eu une sécu la semaine dernière. Je précise ma demande. L'ordre du jour très riche et l'ordre du jour de la réunion de la semaine dernière était déjà fort riche en sujets intéressants. Oui, alors ça peut ne pas être un sujet, mais passez-leur la proposition, prenez leur remarque et elle sera complétée. Je pense que... Après, très sincèrement, tous les CIQ ne sont pas concernés non plus. Hein. Tous les CIQ, on va dire très urbains, ne sont pas forcément touchés et impactés. Voilà. C'est surtout... Non mais alors, voilà. C'est pour ça que quand vous nous dites de chiffrer, c'est quand même assez compliqué parce que nous, on a un agent tous les jours qui tourne avec un camion et qui ramasse. Alors, est-ce que ce sont des dépôts sauvages? C'est aux abords des conteneurs, mais des choses qui n'ont rien à y faire, comme un frigidaire, une planche à repasser, etc. Est-ce que ça, on le compte ou pas? Parce que là, moi, je vous parle des vraiment très gros, identifiés un peu, voilà, je veux dire, chemin du Terrier, chemin de la Potage, chemin du Lion, vraiment dans des écarts très éloignés de l'urbain, on va dire. Oui, il y en a un peu partout. Oui, il y en a partout. On pourrait d'ailleurs ajouter les excréments de chiens hein, dans la délibération. Non. Non, mais donc le principe, c'est, à mon sens, qu'on puisse revoir cette délibération avec les remarques des sécu et avec le guide qui sera sorti au mois de janvier. On va l'amender après. Nous l'amenderons en temps voulu. Donc, pour l'instant, qui est pour? Merci. Nous passons à la charte de végétalisation de la commune. On va revenir un petit peu plus sur la ville. On va passer par la campagne et on va essayer de favoriser le retour de la nature en ville tout en encourageant donc les initiatives un petit peu citoyennes. Donc, vous savez que la commune de Fivaux est engagée depuis 2014 dans une démarche zéro pesticide sur l'ensemble de ces espaces verts. D'ailleurs, elle est obtenue un label régional en 2016 à ce titre et également le deuxième prix du concours départemental Villes et Villages Fleuris en 2017. Sur notre agenda 21 de deuxième génération, on a souhaité aller plus loin pour la préservation donc, de la biodiversité et on se lance donc dans la réalisation d'un atlas de la biodiversité. Je profite de l'occasion pour vous inviter d'ailleurs à sa présentation. C'est jeudi prochain, je crois, ici à 18h30. Pour sensibiliser donc, nos habitants, la commune a décidé de mettre en place une action de végétalisation. Donc les Fivelains qui le souhaitent pourront s'emparer entre guillemets de quelques espaces publics et devantures de portes afin d'aider la commune à faire renaître la nature en ville. Cette action sera structurée à l'image du permis de végétaliser que la ville de Paris ou les visas verts de la ville de Marseille. Donc les objectifs, on a dit donc, de ce projet de végétalisation seront de permettre aux habitants donc, de s'approprier l'espace public, de favoriser le retour de la nature en ville et bien sûr d'embellir la commune. Un comité de végétalisation donc, qui réunit les habitants, membres du comité participatif l'agenda 21, les services concernés, les élus et le directeur général des services de la commune et des étudiants en master 1 d'urbanisme et d'aménagement régional, d'Aix, co-construisent ce projet depuis déjà un certain nombre de temps et depuis décembre 2018.
Donc, de ce comité de végétalisation est sortie donc une charte de la végétalisation qui a donc été réalisée afin d'apporter un cadre un petit peu nécessaire au fonctionnement du projet. Donc, vous l'avez eu en annexe de cette délibération. Donc, on vous propose donc d'approuver cette charte de végétalisation de la commune de Fuveau telle qu'annexée à la présente délibération. C'est à nos yeux un beau projet qui va permettre d'embellir la commune et surtout aux habitants de pouvoir s'approprier un peu leur espace naturel ou les espaces publics devant chez eux. Bon, effectivement, moi aussi, je trouve que c'est un beau projet. J'avais une question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quels endroits ça va être possible? Où est-ce que vous les avez imaginés, ces endroits? Et ma deuxième question, est-ce qu'il y aura d'autres endroits de prévus, d'autres lieux dans la commune? Et à quelle échéance est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une végétalisation à la Barque ou dans d'autres quartiers? Alors, comme on l'a dit là dans les DI, on a travaillé gratuitement avec des étudiants en master 1 d'urbanisme. Donc ils ont fait une prospection, vous avez peut-être vu circuler dans la ville, ils nous ont proposé toute une série de projets. Ils ont identifié 5 secteurs, je crois, sur le centre-ville. Hein. On parle du centre-ville et c'est à partir de ces 5 secteurs qu'on va donc proposer aux habitants la végétalisation. Alors après, bien sûr, si ça marche ou si ça prend entre guillemets, on pourrait éventuellement s'étendre à la Barque et voilà. C'est clair. Donc l'objectif étant de pouvoir dès le printemps prochain, cette année, pouvoir sortir, enfin voir sortir les premières jardinières et les premiers bacs donc, dans le village. Une réflexion est déjà en cours avec les habitants, avec les riverains au niveau du Chat de la Lune, la petite place du Chat de la Lune que vous connaissez certainement dans le village, où là il y a un certain nombre de riverains et de personnes donc, voisines donc, à cette place qui se sont un petit peu appropriées, pas le projet, mais avec notre concours bien sûr, et donc c'est un petit projet qui va démarrer là-haut, mais il faut que ce petit projet fasse tache d'huile au niveau du village, bien sûr. Donc il nous a semblé intéressant de mettre en place cette charte pour que, sans rester dans un domaine trop restrictif, on puisse un petit peu encadrer le projet, qu'on ne puisse pas faire et voir n'importe quoi. Oui, alors moi je pense que c'est intéressant, mais que c'est intéressant aussi de voir se répandre ce projet, parce qu'il y a d'autres quartiers qui, à mon avis, à Fuveau, mériteraient que ça se passe. Oui, mais on est tout à fait d'accord, mais on va d'abord le tester et voir comment ça se passe dans le centre-ville. C'est un peu comme les composteurs collectifs. On l'a lancé rue du Nord. Actuellement, on a deux autres demandes pour installer des composteurs collectifs sur le village. Donc petit à petit, on a vu que ça marchait là-haut, la rue du Nord. Donc on a dit OK pour poursuivre l'expérimentation et le développement de ces composteurs collectifs. Donc il faut déjà une phase de test, entre guillemets, et ensuite on pourra étendre, bien sûr, à l'ensemble du village, bien sûr. Sur l'espace public, pas d'espace public, mais partout. Voilà, il y a le public et aussi devant sa porte, bien sûr. Nous votons cette charte qui est reçue par... Alors, qui est pour? Merci. À Daniel, acquisition de la parcelle DM 92 à 50C. Bon, c'est la suite d'un tas d'acquisitions que nous faisons au fil du temps, hein, dans le Vallon Creux du Pont, qui était une ancienne zone qui était vouée à l'habitat, hein, dans un lieu sans accès, sans eau ni rien du tout. Donc, oui, je vous rappelle quand même le passé, il y avait quand même plus de 120 logements qui étaient prévus là-dedans. Bon, peu importe. Donc, petit à petit, on récupère le foncier pour en faire un parc. Hein, puisque la ville a besoin de parcs, on en a déjà un au niveau de Saint-Michel. Et bien là, en l'occurrence, dans le Vallon Creux du Pont, très proche de la zone urbaine, eh bien, on souhaiterait imaginer un véritable parc,
mais ça passe par la récupération foncière. Donc là, il s'agit de récupérer une nouvelle parcelle, la BM 92, une superficie de 4046 m² pour la somme de 100 000 €. Voilà. Je suis allé vite. Et aujourd'hui, Ah oui, il y a un match de foot, alors il faut se dépêcher. C'est pour les autres surtout. Les parcelles qui appartiennent déjà à la commune et celles qu'on envisage d'acheter, ça correspond à quoi? Vous avez un plan derrière, non? Mais j'ai le plan, mais j'ai pas. Vous n'avez pas le plan? Pas appartient à la commune, n'appartient pas à la commune. CNE, c'est commune. Commune, c'est CNE, mais après, vous en avez encore une plus bas. Au-dessous, en NL, vous avez aussi une qui fait pratiquement 12 000 m², qui est déjà à la commune. Et la BM 92, elle est juste à côté du A de AUH2. Vous voyez? Hein, vous voyez voilà, à gauche du A, là, vous avez la fameuse BM 92, qui est le haut du Vallon. Et ça correspond, le parc correspondrait à ces trois. Le parc correspondrait à l'ensemble de la zone, le NL et le AUH2. Hein, c'est un parc très sympathique. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Qui est pour? Merci. Alors, dénomination d'une nouvelle voie, toujours au quartier du Bon. Voilà, donc la commune a été sollicitée par des riverains, 3 propriétaires de l'impasse située au quartier Gros du Pont, débouchant sur le RD 56E et desservant 4 habitations, et qui à ce jour n'a pas de dénomination. Donc ils nous ont proposé d'appeler cette voie impasse de la ferme, sur la quoi nous sommes entièrement d'accord. C'est pour ça que nous vous le proposons en délibération. Il n'y a jamais eu de ferme là-haut. Oui, il y avait le pigeonnier là au fond. Pigeonnier. Et oui, il y avait une ferme, tout à fait. Donc c'est juste en face l'entrée du cimetière. Là. Allez, pas de questions pour l'impasse de la ferme? Alors, on choisit le nom. Bien, alors qui est pour? Ah oui, c'est pas ici. Merci. Béatrice, les séjours. Les séjours. Pardon. Alors, les séjours été 2019 de l'accueil de loisirs sans hébergement des 3-12 ans avec la fixation des tarifs. Donc, il est proposé pour l'été 2019, comme chaque année, 4 mini-séjours allant de 2 à 5 jours, totalisant 60 places pour les 3-12 ans. 5 jours et 4 nuits du lundi 15 au vendredi 19 juillet au camping municipal de Chorges. 4 jours et 3 nuits pour 16 enfants de CE1, CE2, 22-25 juillet, découverte de la voile à la garde. 3 jours et 2 nuits pour 16 enfants, découverte des années randonnées du mardi 9 au jeudi 11 juillet au plan d'Ops, avec une place pour Laurence, puisqu'elle va... Elle en rêve. 2 jours et 1 nuit pour un groupe de 10 enfants en classe de petite section et moyenne section maternelle à Beaurecueil, les 11 et 12 juillet pour la prestation de la découverte du poney aux écuries du Mestre. La présentation du prix de revient prévisionnel par enfant vous est présentée pour les différents séjours. La proposition de tarifs de vente aux familles avec donc les quatre tarifs différents en fonction des revenus des familles. Donc tout est relaté. Je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Alors moi je vais me répéter une fois de plus pour dire que c'est bien d'avoir ajouté une tranche, mais que malgré tout les tarifs restent élevés pour les bas revenus, que l'écart entre la tranche en dessous inférieure à 1000 et supérieure à 4002, la proportion que représente le tarif par rapport aux revenus, l'écart entre ces deux tranches reste quand même très important.
Une fois que j'ai dit ça, j'ai une question sur la liste d'attente. Est-ce qu'il y a, enfin on ne sait pas encore, mais est-ce que sur l'année dernière, il y a eu beaucoup de gamins qui n'ont pas pu partir ou est-ce que ça a rempli les demandes? Eh ben, ça dépend des années, ça dépend des séjours. Et du coup, je suis un peu embêtée pour te répondre. Mais l'année dernière, sauf erreur de ma part, on l'a présenté en comité technique, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Il y avait il y avait un séjour qui avait une grosse liste d'attente, ouais. Et de mémoire, c'était la voile. Voilà. Oui. Et pour laquelle on avait eu du mal à remplir l'année d'avant. Voilà. Il sera possible de connaître la répartition par tranche? Bien évidemment. À l'issue Aucun de problème. Aucun problème. Il n'y a pas de souci. Au comité technique, on le présente bien évidemment. Mais on peut vous faire un retour dès la rentrée de la répartition sans problème. Il n'y a pas d'autres questions? Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, encore des séjours, c'est pour les ados cette fois, et c'est encore de là. Donc, les séjours été 2019 pour les ados, donc pareil, fixation des tarifs. Il est donc proposé un séjour d'une semaine dans les Cévennes, 22-28 juillet. Les jeunes sont hébergés au camping municipal du Mialet, dans le Gard, dans le Gard. Les activités sont la via ferrata, la canyoning et la randonnée. Il y a un deuxième séjour qui est proposé de 5 jours et 4 nuits dans les Hautes-Alpes, à Chorges, au camping municipal. Pour le transport, il y aura une mutualisation avec le séjour multisport de la LSH 3-12 ans, qui part donc à Chorges également. Vous avez donc ce qui vous est présenté, les prix de revient prévisionnels par enfant de ces différents séjours. La proposition de tarifs de vente aux familles en fonction des quatre types de revenus, ainsi que le tarif hors commune, qui est un tarif unique bien évidemment. Les modalités d'inscription, donc qui se feront un samedi du mois de mai, et donc avec tous les règlements. Voilà. De la même façon que tout à l'heure, je suis à votre entière disposition pour les questions. Je ne vais pas répéter pour les tarifs, mais j'avais une autre question en ce qui concerne les inscriptions. Est-ce qu'on les prend en fil de l'eau, premier arrivé, premier servi? Comment est-ce que ça se passe? Ouais, c'est tout à fait ça. Il y a les inscriptions des ados sont telles que on leur réserve la plupart du temps la salle du conseil municipal. On leur fixe une heure d'arrivée et ils viennent à leur convenance. Je pense que s'il y avait Céline Dion qui viendrait, elle n'aurait pas un tel succès, tellement ils viennent tôt. Voilà, donc, mais ils se gèrent super bien en plus. Voilà. Vous avez juste réinsisté sur ce que disait Agnès, que je trouve encore plus flagrant là, sur les séjours ados. Parce que autant pour les autres séjours, on regarde la part finalement payée par la commune pour les tranches supérieures à 4 200 € reste relativement faible. Autant là, la part est quand même très importante, 374 € payés pour 610 € du coût total. Et là pour le coup, je rejoins ce que dit Agnès, je pense qu'on gagnerait vraiment à augmenter un petit peu la participation sur ces tranches-là pour pouvoir la diminuer un peu plus sur les tranches faibles. Juste une petite information, si je peux me permettre, du coup, parce que vous nous aviez demandé un bilan justement sur les séjours, et j'ai le bilan du séjour ski ado de cette année. Sachant que pour le séjour ski, on est parti avec 32 ados, et il y avait un coût global de 23 300 €.
La participation de la mairie est à hauteur de la moitié. Ah. Tu fais la révolution, Michel? L'anti-révolution. À l'anti-révolution, je t'entends. Et donc voilà, pour la première tranche de revenus, il y a 3 enfants qui sont partis. La deuxième tranche, 8 enfants. La troisième tranche, 4 enfants. Et pour la quatrième tranche, 17 enfants. Pour le week-end ski, il y a de la même manière, il n'y a pas d'enfants de la première tranche qui sont partis. Il y en a 2 de la deuxième tranche, 2 enfants de la troisième et 10 enfants de la deuxième. La quatrième, excusez-moi. Voilà. Ça confirme un peu ce qu'on disait. Vous savez tout. Les tarifs pour les dernières tranches ne sont pas du tout dissuasifs. C'est pas le but. Comme il y a de la marge encore, on peut les augmenter sans que ça soit un vrai problème. Mais pourquoi ça doit être dissuasif? Non, ça ne doit pas l'être, ça ne doit pas l'être du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la marge sans que ce soit dissuasif, justement. Mais en même temps, moi ce qui me rassure aussi, c'est que sur un séjour d'une semaine, il y a 10% des enfants qui sont partis avec la première tranche, dont les parents sont dans la première tranche. Je suis plutôt satisfaite aussi dans ce sens-là. Je pense qu'on aimerait tous que tous les enfants puissent partir. J'ai pas connaissance d'enfants qui restent sur le carreau, on va dire, parce que les parents ne peuvent pas, malheureusement, on n'a pas cette connaissance-là. On ferait très volontiers autrement. Voilà. En prenant les enfants des classes supérieures aussi. Ils ont aussi le droit de partir. Bien, c'est la mixité sociale. Bien, donc merci à tous. Non, Et on bonne est soirée. On a pas voté? Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La fois précédente, j'aurais aimé m'abstenir. 4 ou 5 parce que Agnès elle a. Ça fait 4 abstentions. Moi je m'abstiens. Hervé s'abstient. C'est ce qui me manquait. Et M. Jacques a voté. Oui. Et là, même la précédente, il a s'abstenu.